Une autre question qui se pose pour certains salariés qui se retrouvent suite à un accident de travail, suite à un accident de la vie, suite à quelque incident, en situation de handicap subitement, à un âge où on est en pleine dans sa carrière, c'est être inapte. Et inapte voudrait dire que de facto, on va être licencié. Pourtant, Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer que l'inaptitude n'est pas fatalement une cause de licenciement. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'employeur, quand il se retrouve devant un cas comme celui-ci, la première personne à aller taper à sa porte, c'est la médecine du travail. La médecine du travail a un dispositif de déclenchement qui va permettre, dans un premier temps, la reconnaissance du travailleur handicapé, le salarié qui est déclaré inapte. Une fois qu'il est déclaré inapte, reconnu travailleur handicapé, la deuxième chose qui se fait, c'est qu'il y a un contact avec la GFIP. Et alors, il y a toute une structure qui se met en place, ils appellent ça les IRP, les infirmières, les ergonomes, les assistantes, etc., les assistants sociales. Et là, on vient réfléchir sur le poste de la personne. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va nous amener à le garder ? Et quel est le dispositif qu'on va mettre à la disposition aussi de l'employeur ? Tout à l'heure, vous parliez des 6%. Je ne vais pas rester sur un exemple, c'est aller puiser dans les 6%. Comment on va mettre en place un dispositif qui va garder ce salarié ? Et ergonomiquement, on va réfléchir comment on va adapter le travail à la personne, à la situation d'inaptitude de son handicap. Donc, collégialement, vous avez la médecine du travail, vous avez l'employeur. S'il n'y a pas de RH et que l'employeur, c'est un dossier trop lourd, c'est le secrétaire du CHSCT qui s'en occupe. Donc Mohamed, encore Mohamed. et la GFIP avec qui nous travaillons en corollaire constamment. Donc c'est une alternative, mais j'imagine que ce n'est pas une alternative naturelle chez certains employeurs qui voient un de leurs salariés perdre une main ou un bras. Alors à ce moment-là, comment on intervient pour dire doucement, on n'est pas obligé de le licencier. Quelle est l'action du CIHSCT vers l'employeur pour lui dire réfléchissez à 2 fois avant de le licencier? Tout à l'heure, on parlait des syndicats professionnels avec qui on travaille collégialement. Il y a une autre structure qui s'appelle la CPME aujourd'hui, ou le MEDEF, les représentants de ces structures-là, avec qui nous avons des contacts. Quand l'employeur est réticent à la situation, on va voir ces instances-là, qui, elles ont tout un dispositif aussi pour expliquer aux employeurs adhérents qu'effectivement, on peut garder le salarié en place. Ça va demander un temps. Toute chose demande un temps pour la mise en place. Et une fois qu'il est convaincu par son syndicat ou son parti d'employeur, il revient vers le CHSCT pour dire, bon voilà, comment il faut faire. Il doit y avoir aussi des accords de branche qui prévoient ça. Les accords de branche, ça serait plus les délégués, on va dire, dans l'entreprise qui ont ce relais. Par exemple, aujourd'hui, il y avait la personne qui représentait la fédération. C'est le délégué du personnel ou le délégué syndical qui appelle son UL ou son UD, voire monter directement à la fédé, voir le corps qui s'occupe de la santé des salariés, en disant voilà comment on pourrait faire. Et là, il y a tout un dispositif encore corollaire qui se met en place, et c'est là où on a affaire aux conventions. C'est là où on aura affaire aux conventions. Et parce que je me souviens, il y a quelques entreprises qui prévoient des accords, et je me souviens de l'époque où Expo s'appelait d'Entresangles, le siège à Saint-Vallier, ils avaient traité un accord avec les organisations syndicales pour maintenir dans l'emploi des chauffeurs qui avaient eu des accidents pour les former à d'autres fonctions dans l'entreprise, comme un chef de quai, comme tout un tas de trucs. Et ça avait très bien fonctionné, ça leur a permis de garder des accidentés du travail, mais les maintenir dans l'emploi. Parce que c'est la double peine. Quand on est accidenté du travail et qu'on perd son emploi, c'est vraiment une double peine à éviter. Il y en a déjà une qui est assez lourde quand on se retrouve en situation de handicap après un accident. Si en plus on se retrouve cloué à la maison parce que plus d'employeurs veulent de nous et que l'entreprise pour laquelle on a travaillé s'est séparée de vous, c'est réellement un coup. Et là, c'est un psychiatre dont on a besoin ensuite, tout un suivi psychologique, etc. Donc ça, il y a une prise en compte à Rungis et des propositions qui sont faites aux employeurs. Le CHSCT, il n'a pas vocation à être un accord de branche. On n'est pas une convention, c'est vraiment une structure mise à part. Franchement, elle est unique. Hein.
le dialogue qu'on a entre employeurs et employés, c'est du dialogue de construction, c'est constructif. On s'assoit, il y a des coups de sang qui se produisent comme dans n'importe quelle réunion, mais c'est un petit peu le cœur qui parle. Au mine, pour savoir, on est très tactile. Ce Covid-19 nous a handicapés. Hein. On se touche plus pour connaître la température. Donc non, ça n'a rien à voir avec les accords de branche. Tu parlais de Norbert d'Entresangles, je connaissais des anciens camarades il y a 10-15 ans en arrière, qui étaient très actifs dans ce domaine-là. Et encore une fois, c'est les syndicats qu'il y a dans l'entreprise, c'est à eux d'avoir cette réflexion et de s'approcher de l'employeur. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, je ne donnerai pas le pourcent parce que je ne peux pas mesurer en pourcentage, mais si je dis un employeur, un me dit oui, il n'y a pas de problème, l'autre me dit je ne peux pas, j'ai pas le temps, je n'ai pas à m'occuper de ça. Donc on a deux visions de l'entreprise différentes. Donc avec qui on va pouvoir aller rentrer dans le charbon et dire bon, il va falloir qu'on trouve une solution, et avec qui il va falloir prendre un autre chemin pour accéder et pour permettre aux salariés de rester dans l'entreprise. Alors, on voit que c'est très bien pris en compte donc, sur le mine de Rungis, puisqu'il y a une personne qui s'en occupe, qui est un pivot. Je pense qu'on regarde, et déjà on l'a vu avec la vidéo précédente avec vous, Mohamed, que le marché de Rungis, ce n'est pas simplement un endroit où on reçoit des chapons avant le réveillon de Noël, mais c'est aussi un endroit où on prend en compte le travailleur, l'être humain qui travaille, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et puisqu'aujourd'hui c'est réellement le mot qui est utilisé, c'est plus social mais sociétal, parce que l'entreprise a un rôle dans la société, et garder des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, c'est aussi une responsabilité sociétale. Oui. Eh bien, merci beaucoup Mohamed d'être venu. Je t'en prie Jacques, merci à toi.